Une guerre fit rage dans le labyrinthe pendant des décennies, mais les humains en sortirent victorieux. Après la guerre, des milliers de maîtres du labyrinthe libérèrent des prisonniers humains, dont des bébés nés dans le labyrinthe. Ces bébés, dont les mères étaient mortes, étaient nourris au lait de monstres, ce qui les rendait incroyablement forts et leur valait le nom de bébés du donjon. Des années plus tard, au deuxième étage du labyrinthe, un bébé du donjon nommé Kim Jin-woo est filmé par deux enfants qui font une vidéo en explorant le labyrinthe. La fille remarque que les bébés donjons sont généralement obsédés par les donjons. Mais Kim est différent. Il les a toujours évités, et son niveau reste donc un mystère. Le garçon considère que Kim est faible. Ignorant la remarque, Kim se lève et exhorte tout le monde à bouger, soulignant le danger de leur emplacement actuel. Il suggère qu'ils pourront faire une pause une fois qu'ils auront atteint un endroit plus sûr. Il conseille aux gardes de ne pas utiliser d'armes à feu pour éviter d'attirer des prédateurs indésirables, mais les gardes ne le prennent pas au sérieux, se moquant de lui et le traitant de bébé. La frustration de Kim grandit à mesure que les autres sous-estiment le labyrinthe. Le quartier est considéré comme un simple quartier malfamé. Ils repèrent un monstre blessé, commun au premier étage. Les gardes, pensant que la créature est faible, ouvrent le feu sur elle malgré les tentatives de Kim pour l'arrêter. La bête meurt, et les gardes comme les enfants sont ravis de la vidéo. Kim les incite à faire leur bagage et à retourner à la surface, mais les gardes se moquent à nouveau de lui, le traitant de lâche. Soudain, un bruit sourd les alarme. Un prédateur s'approche, déclenché par les coups de feu. Kim les avertit de partir, mais les gardes, croyant pouvoir tirer profit du cadavre du prédateur, décident de rester et de se battre. Kim, réalisant qu'il ne peut pas les persuader, demande aux non-combattants, y compris les enfants, de le suivre pendant qu'ils partent. Les gardes disent avec arrogance qu'ils les rattraperont plus tard. S'efforçant de suivre le rythme de Kim, les enfants lui demandent où ils vont, se plaignant que Kim a gâché leur plaisir. Kim les informe qu'ils partent pour la surface, ce qui pousse la jeune fille à le traiter de lâche. Malgré la suggestion de la fille de retourner filmer le combat, ils entendent des coups de feu et réalisent qu'il est trop tard. Kim les exhorte à aller de l'avant. Avant que le monstre ne les détecte, expliquant qu'un prédateur a probablement entendu les premiers coups de feu et que la bête qu'ils ont tuée était probablement sa proie. Convaincre les gardes de partir aurait été mortel, étant donné le sang sur leurs vêtements, ce qui aurait fait d'eux des cibles faciles à traquer. Alors que le garçon filme, il remarque une goutte de sang sur sa chaussure, mais avant qu'il ne puisse réagir, il est attrapé par derrière et dévoré par un gros monstre. Kim et la jeune fille assistent douloureusement à la fin tragique de l'enfant. Les monstres, appelés singes-loups, se sont aventurés trop près de la surface. Du coin de l'œil, Kim remarque que le groupe est dévoré par d'autres créatures. Alors qu'elle s'approche de la jeune fille, il fonce et extrait un couteau émoussé de son dos pour s'en servir comme arme. Grâce à sa capacité à détecter les faiblesses, il élimine efficacement la bête. Un autre singe-loup s'en prend à la jeune fille, mais il lance la lame, la tuant. Il la soulève rapidement, l'avertissant de s'accrocher, car il a l'intention de se déplacer à toute vitesse. Ils s'éloignent rapidement du danger et atteignent un endroit sûr. La jeune fille demande pourquoi il a permis à tous les morts. Mais il précise qu'il a été engagé comme guide et non comme garde. Il souligne que c'est de sa faute si elle a engagé des personnes inexpérimentées qui n'ont pas tenu compte de ses instructions. Il affirme que s'ils avaient suivi ses conseils, ils n'auraient pas rencontré les monstres. La fille demande pourquoi il l'a sauvée, et Kim répond froidement en mentionnant l'importance d'être payé. Une lumière soudaine apparaît derrière lui, révélant un thème complexe. Alors qu'il tente de les aider à s'échapper, le sol se fissure, provoquant un effondrement, et ils tombent en chute libre. Le passage du temps est incertain, mais Kim se réveille et découvre que son bras gauche est cassé. En évaluant la situation, il se rend compte que cela aurait pu être pire. À la recherche de la jeune fille, il suppose qu'elle n'a pas survécu à la chute. Il se retrouve au cœur du labyrinthe, qu'il explore prudemment sans trouver de signe d'activité. L'œil du serpent se met à briller et attrape rapidement Kim. Il lui mord la main et perd connaissance à cause du venin. Une voix parle, lui promettant l'héritage de ce labyrinthe, et il s'évanouit en pensant qu'il est au bord de la mort. Kim se réveille, surpris de se trouver en vie malgré le venin qui s'est répandu dans son corps. Son bras cassé semble miraculeusement guéri, et son corps s'est complètement rétabli. Il se lève et cherche la sortie, tombant sur la jeune fille blessée. Heureusement, elle respire encore, mais elle est mal en point et crache du sang. À court de temps, Kim la soulève et la porte en lieu sûr. Lors d'un saut dans le temps, Kim arrive chez lui et voit un reportage sur l'incident impliquant son groupe. Il éteint la télévision et sa sœur, l'air triste, tente de lui tendre une enveloppe. Il insiste pour qu'elle l'utilise pour son mariage, affirmant qu'il ne l'a pas gagné de façon douteuse. Son père entre alors en scène, exigeant une explication et réprimandant Kim pour avoir risqué sa vie pour de l'argent. Il demande à sa fille de lui rendre l'argent. Kim tente de minimiser l'importance de l'argent en disant qu'elle l'a gagné en travaillant à la supérette, mais son père ne voit pas la ruse. Kim s'excuse et sa sœur rend l'argent en s'éloignant.
Son père lui reproche d'être égoïste. Il explique que si sa sœur avait su qu'il avait risqué sa vie pour l'argent, elle n'aurait pas accepté. Le père insiste sur le fait qu'ils ne sont peut-être pas liés par le sang, mais qu'ils sont toujours de la même famille, exhortant Kim à ne pas les inquiéter inutilement. Par la suite, le récit révèle que de nombreuses personnes adoptent des bébés donjons pour des raisons financières, ce qui entraîne des cas de maltraitance d'enfants, et que certains adoptants connaissent des destins funestes. La situation de Kim est une heureuse exception. Il a été adopté par une famille authentique. Seul dans sa chambre, il remarque un tatouage représentant une morsure de serpent sur son bras. Curieux, il touche un symbole ressemblant à un menu sur son bras, et un mystérieux labyrinthe apparaît, ce qui l'incite à faire des recherches en ligne. Il apprend qu'il ressemble à un menu de jeu et découvre que le terme « nom de labyrinthe » fait référence au labyrinthe où le serpent l'a mordu. Il se demande s'il a été choisi comme nouveau maître du labyrinthe des Nagas et voit une icône ressemblant à un portail. Il l'active et l'espace s'ouvre, le transportant dans le labyrinthe des Nagas. Anticipant une rencontre similaire avec le serpent, il se prépare, en enlevant son manteau et en s'approchant prudemment. Cependant, il est surpris d'entendre une voix provenant du serpent. Elle déclare « 18 203e libérateur du serpent, celui qui héritera du sous-sol et s'assiera sur le trône du bouton, le reconnaît. » Bien qu'il reconnaisse son insuffisance, il admet ne pas être en mesure d'être sélectif. Kim s'interroge sur ce qui se passe, se demandant si le Naga est le maître du labyrinthe, mais il reste silencieux, se contentant de lui souhaiter bonne chance. Il crie de frustration, mais ne reçoit aucune réponse. Se plaignant que sa première visite au labyrinthe depuis des années l'ait conduit à un tel désagrément, il regrette de ne pas avoir écouté les conseils de ses parents. Il entend sa sœur l'appeler et aperçoit une faille dans la réalité qui le ramène dans sa chambre. Il l'informe qu'il se change et se dépêche de rentrer. En entrant, elle lui demande pourquoi il transpire et remarque qu'il ne s'est même pas changé. Constatant qu'il regarde un jeu en streaming, elle trouve qu'il ne ressemble pas à son frère habituellement réservé. Dans un flashback, nous apprenons que Kim n'avait pas de passe-temps en grandissant et qu'il s'isolait souvent dans sa chambre. De son point de vue, il a du mal à s'arrêter de penser au labyrinthe et se sent mal à l'aise en surface. Sa sœur lui demande ce qui se passe, et elle s'excuse de ne pas avoir réalisé qu'il était retourné dans les donjons pour gagner de l'argent pour son mariage. Il lui assure que tout va bien et qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Alors qu'il s'apprête à lui remettre l'argent, il s'aperçoit qu'il a laissé son manteau dans le labyrinthe et lui demande d'attendre un instant. En jetant un coup d'œil au portail, il voit un diablotin agrippé à son manteau. En regardant le diablotin, Kim est consterné, craignant de perdre son argent. Il dit à sa sœur qu'il va s'amuser et ferme la porte, la laissant s'amuser de son nouveau passe-temps. Il retourne dans les cachots pour récupérer son manteau, où il trouve tout intact, sauf son argent. Un écran s'affiche, expliquant qu'un diablotin a volé son argent et que pour le retrouver, il doit terminer la synchronisation et activer l'entrée du donjon. Perplexe, Kim demande pourquoi un diablotin aurait volé un morceau de papier, mais ne reçoit aucune réponse. Agacé, il s'assoit sur le trône et se lamente sur ses efforts inutiles. Un autre écran apparaît, lui demandant s'il souhaite de se synchroniser et à contre-cœur. Il accepte, car il doit localiser l'ennemi. Impatient, il commence à se lever, estimant qu'il serait plus rapide de trouver le diablotin tout seul. Mais le processus de synchronisation commence. L'espace autour de lui devient blanc et une voix l'informe qu'il a été enregistré comme nouveau maître du labyrinthe. Le labyrinthe se réorganise en fonction de ces données synchronisées et une transformation s'opère. Une fois la synchronisation terminée, le labyrinthe a été considérablement amélioré, mais à part cela, il n'y a pas grand-chose d'autre qui a changé. Devant lui se trouve l'entrée du labyrinthe et Kim aperçoit le diablotin qui tente de s'y cacher. Le diablotin s'enfuit, mais Kim le saisit avant qu'il ne s'échappe. Il resserre sa prise, étouffant le diablotin, puis lui assène un coup de poing au visage, exigeant qu'il lui rende son argent ou qu'il en subisse les conséquences. Le diablotin panique, réalisant qu'il ne possède plus d'argent. Argent. Désespéré, il fouille dans sa tunique et tend à Kim une pierre précieuse en guise d'excuse. Kim reconnaît la gemme comme étant un down-champ, une pierre précieuse. Bijoux précieux exclusifs au geyser. Ces gemmes sont extrêmement rares, enfouies dans les profondeurs du sol ou cachées dans des plantes rares. En raison de leur rareté, elles atteignent des prix incroyablement élevés, pouvant aller jusqu'à des dizaines de millions. Il estime la valeur de la gemme en sa possession. Ne lâchant pas le coup du diablotin, il s'aperçoit que la créature possède une autre gemme, qu'elle lance vers Kim. Distrait par la seconde gemme, il relâche le diablotin, attrapant une gemme tandis que l'autre tombe sur un autel. Le diablotin en profite pour s'enfuir vers l'autel, et la gemme qu'il a lancée est absorbée par le labyrinthe. Une notification avertit Kim que la gemme va être sacrifiée, restaurant ainsi la durabilité du donjon. Il tente de l'empêcher, mais il arrive trop tard, ce qui provoque un sentiment de déception lorsqu'il remarque la valeur de la gemme, la comparant à une voiture. Les 4 jours suivants, Kim est occupé par le mariage de sa sœur, pendant lequel il négocie le prix le plus élevé possible pour la gemme qu'il a trouvée.
Bien que le prix soit inférieur à ce qu'il espérait, il prévoit d'en faire un bon cadeau de mariage par la suite. Il attend que la mise à niveau du donjon soit terminée, puis ouvre un portail pour explorer les nouvelles fonctionnalités. Le système l'informe que le donjon est désormais de rang 2 et que le nid de Naga a été débloqué. Il remarque de la fumée derrière lui, ce qui l'incite à aller voir ce qui se passe. Il entre dans le nid du Naga, s'attendant à ce qu'il soit plus humide et plus collant qu'il ne l'est. Soudain, il entend un bruit et le système l'informe que 6 ouvriers Naga de rang 1 sont apparus. Ils sont bien plus mignons qu'il ne l'avait imaginé et le regardent, attendant ses ordres. Né dans un donjon, Kim sait ce que les travailleurs de bas niveau doivent faire. Il confie à 3 d'entre eux le rôle d'éclaireur et leur demande de cartographier les environs du labyrinthe en notant les facteurs de risque, les ressources et l'écologie. Il demande aux autres ouvriers de creuser une zone de stockage, même s'il ne s'attend guère à ceux qu'ils soient capables de le faire en raison de leur petite taille et de leur corpulence. À sa grande surprise, il est impressionné par la diligence avec laquelle ils creusent et ils réussissent à aménager une petite salle de stockage. Une partie de l'équipe d'exploration revient, accompagnée de un travailleur isolé portant un sac rempli d'objets. Kim se précipite et demande si les autres ont été blessés, mais il s'avère qu'ils ont trouvé une abondance de butin. Son inquiétude remonte le moral de l'ouvrier, qui lui remet la carte qu'ils ont créée, ce qui met à jour son système. En examinant le butin, il ne sait pas s'il doit être reconnaissant. Tout cela date de l'époque de la Grande Guerre, est rouillé et démodé. Cependant, parmi les reliques, il aperçoit quelque chose d'étincelant, des pierres précieuses. Il demande à l'ouvrier de faire abstraction de tout le reste et de ramasser toutes les gemmes de duvet qu'il trouvera, car il s'apprête à partir pour en évaluer la valeur. Il hésite, craignant pour la sécurité de ses ouvriers en cas de danger. Considérant qu'il bénéficiera du succès du donjon, il décide d'alimenter l'hôtel avec la gemme du bas. Après avoir évité les souterrains pendant des années, il en est maintenant obsédé. Il se rend compte que le malaise qu'il ressentait en grandissant n'était pas dû à l'adaptation à la surface, mais plutôt à l'ennui. Il déclare à ses ouvriers qu'il a l'intention d'apporter la gloire à l'Empire Naga. Déterminé, il choisit d'invoquer plus de Nagas.